Tout a débuté par un détail insignifiant. Une requête ordinaire sur un vol de nuit. Accepteriez-vous de changer de place? Pourtant, en l'espace d'une heure, cette requête s'est muée en un affrontement à 10 000 mètres d'altitude. Un affrontement qui allait non seulement humilier une brillante femme noire, mais également paralyser les opérations d'une compagnie aérienne internationale de premier plan. Ceci est le récit du docteur Sandrine Dubois, une femme d'une autorité sereine, une femme qui avait consacré sa vie à la conception des systèmes de sécurité qui permettent aux avions de voler. Et pourtant, dans la cabine première classe du vol Air France 729, elle n'a pas été considérée comme une pionnière, ni même comme une simple passagère, mais comme une personne qui n'était pas à sa place. Comment un simple refus poli de céder le siège qu'elle avait légitimement réservé a-t-il pu dégénérer en accusation de menace pour la sécurité? Pourquoi un silence complice s'est-il installé parmi les témoins de la scène? Et comment une seule femme, par un unique appel téléphonique, a-t-elle réussi à mettre à l'arrêt l'un des plus grands aéroports du globe? Vous allez découvrir une histoire qui vous incitera à interroger l'autorité, à contester l'injustice et à vous souvenir que la dignité est une force. Avant de poursuivre, nous vous invitons à aimer cette vidéo, à la partager avec votre entourage et à vous abonner pour ne manquer aucune histoire qui révèle la vérité et réclame la justice. Une lueur douce et ambrée enveloppait la cabine première classe du vol Air France 729. Les hublots du Boeing 787 s'étaient assombris pour offrir une douce nuance de bleu, tandis qu'un parfum de serviette chaude se diffusait délicatement. Le ronronnement régulier des moteurs, semblable à un pouls profond sous le plancher, rappelait que cet aéronef les éloignait de Paris pour les emmener vers les cieux ouverts en direction de Londres. Le docteur Sandrine Dubois occupait le siège 2A, sa place favorite près du hublot. Elle l'avait réservé des mois plus tôt, une habitude qu'elle avait prise avant chacune de ses conférences internationales. Pour elle, observer la ville devenir minuscule sous la couverture nuageuse était plus qu'un simple rituel, c'était une forme de méditation. À 52 ans, Sandrine se déplaçait avec une assurance tranquille qui ne découlait pas de la passivité, mais d'une force intérieure. Elle avait compris depuis longtemps que la véritable autorité n'a nul besoin de s'exprimer par des cris. Elle se dégage de la présence, de la clarté sereine du regard, de la rigueur de la pensée. Ses boucles poivre et sel encadraient son visage, et ses yeux sombres reflétaient une concentration paisible. Elle portait un blazer marine, d'élégantes perles aux oreilles et des lunettes qui lui conféraient l'allure de quelqu'un qui est constamment en train d'observer et d'analyser. Et c'était bien le cas. Sandrine était bien plus qu'une passagère à bord de ce vol. Elle était professeure en ingénierie aéronautique, une femme qui avait dédié des décennies à l'élaboration de protocoles de sécurité, a conseillé la Direction générale de l'aviation civile, DGAC, et a formé les commandants de bord qui, aujourd'hui, pilotaient des appareils comme celui-ci. Néanmoins, dans cette cabine, elle n'était qu'une voyageuse parmi d'autres. Ouvrant son carnet à la couverture de cuir, prête à y consigner quelques réflexions avant de se laisser emporter par une symphonie de Brahms dans ses écouteurs, elle prit une profonde inspiration, son corps s'installant confortablement dans le siège comme dans un fauteuil familier. Le murmure des conversations était discret, le cliquetis de verres devint léger. C'était, pour le moment, tout ce qu'elle souhaitait, la tranquillité. Mais la sérénité est souvent précaire à 10 000 mètres d'altitude. Elle peut disparaître en un instant. Une silhouette se dessina au-dessus d'elle, sa forme découpée par la lumière douce des plafonniers. « Pardon », fit une voix. Elle était masculine, assurée, plus marquée par l'impatience que par la politesse. Sandrine releva les yeux de son carnet. Dans l'allée se tenait un homme approchant la quarantaine. Son costume était de bonne facture mais portait les marques d'une longue journée. Ses cheveux châtain clair étaient coiffés en arrière, mais pas assez pour dissimuler l'arrogance lasse de sa posture. Son nom, elle l'apprendrait plus tard, était Léo Fournier. Mais pour l'heure, il n'était qu'un étranger dégageant déjà une aura de privilège. Léo fit un geste vers le siège 2B, où une jeune femme était occupée avec son ordinateur portable. « Voici ma collaboratrice », déclara-t-il. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Nous devons nous asseoir l'un à côté de l'autre pour préparer une présentation. Il faudrait que vous preniez mon siège. C'est le 3C, juste derrière. Sandrine cligna des yeux, son regard se posant sur sa carte d'embarquement avant de revenir sur le visage de l'homme. « Je regrette », dit-elle d'un ton neutre et maîtrisé. « C'est la place qui m'a été assignée. » Léo souffla bruyamment, comme si elle était incapable de saisir l'évidente importance de sa requête. « Je le vois bien. Mais nous avons du travail. »
La fusion sur laquelle nous travaillons représente des millions. Vous comprenez certainement l'enjeu. Son regard parcourut la cabine, comme pour solliciter l'approbation silencieuse des autres passagers. La jeune femme en 2B, Chloé Bernard, comme Sandrine l'identifierait plus tard, paraissait profondément gênée. Léo, ce n'est rien, chuchota TL, le rouge aux joues. On peut très bien. Non, la trancha Théil sèchement. Ce n'est pas rien. Il nous faut de la place. Madame peut prendre mon siège. Il indiqua son siège du milieu dans la rangée 3, comme s'il venait d'offrir une solution généreuse. Sandrine l'observa un long moment, son silence étant une réponse en soi. Finalement, elle articula avec une clarté posée qui avait plus de force que n'importe quel cri. J'ai choisi ce siège pour des raisons précises, affirma-t-elle. Je crains de ne pas pouvoir en changer. Une lueur passa dans les yeux de Léo. D'abord de l'irritation, puis de l'incrédulité, et enfin les prémices de la colère. Sa mâchoire se crispa. Écoutez, dit-il en modérant sa voix, feignant la patience. Je crois que vous ne saisissez pas. C'est capital. Mon propre confort, répliqua Sandrine, est également capital pour moi. Elle n'haussa pas le ton. Elle ne manifesta aucune animosité. Elle se contenta d'énoncer un fait, d'une voix calme et égale, mais ferme. La simplicité de ce refus le toucha plus vivement que ne l'aurait fait une dispute. C'était comme si elle avait invalidé non seulement sa demande, mais l'ensemble de ses priorités. Son visage s'empourpra et ses doigts se refermèrent sur le dossier du siège, avec plus de force que nécessaire. Le murmure ambiant de la cabine sembla s'atténuer. Un passager voisin émit une toux gênée. Un autre s'agita sur son siège. La première vague de tension venait de troubler la quiétude. Les yeux de Chloé naviguaient nerveusement entre les deux protagonistes, ses lèvres s'ouvrant et se refermant sans émettre de son. Elle semblait minuscule à côté de la stature imposante de Léo, tiraillée entre la loyauté professionnelle et sa conscience. Sandrine capta son regard un très bref instant. Elle y lut des excuses, de la gêne, et une supplique muette. Mais Chloé resta silencieuse. Sandrine se reconcentra sur son carnet. Pour elle, la discussion était close. Elle ajusta ses lunettes, actionna son stylo, et traça une unique phrase de son écriture soignée, le respect ne se négocie pas. Léo resta planté dans l'allée, incapable d'accepter ce refus, sa poitrine se soulevant de frustration contenue. Pour lui, la question n'était plus celle d'un siège. C'était une question de pouvoir, de contrôle, de se voir opposer un non par une femme qui refusait de plier. Il ne se doutait pas encore que la tourmente qu'il était en train de provoquer allait bientôt le dépasser. Les lumières de la cabine faiblirent, signe que l'équipage se préparait pour le décollage. Au loin, le rugissement des moteurs s'intensifia, leur tonalité montant comme un présage de l'escalade imminente. Le docteur Sandrine Dubois referma son carnet et le rangea dans la pochette du siège. Elle sentait déjà le poids du conflit poindre contre les parois fragiles de sa tranquillité. Elle posa délicatement ses écouteurs à réduction de bruit, mais sans encore lancer la musique. Elle resta là, silencieuse, le regard tourné vers le hublot où les traînées de pluie étaient illuminées par les projecteurs du tarmac. Elle savait que ce n'était pas terminé. Ce n'était qu'un commencement. Léo Fournier ne se retira pas. Au contraire, le refus sembla attiser une flamme en lui. Il changea d'appui, se penchant contre le dossier de la rangée précédente, adoptant une posture qui indiquait clairement son intention de rester là jusqu'à obtenir satisfaction. Sa mâchoire était crispée et il laissa échapper un grognement assez sonore pour être entendu par plusieurs passagers. « Vous ne mesurez vraiment pas l'enjeu, dit-il, sa voix plus basse mais ses mots plus acérés. Il ne s'agit pas d'une conversation anodine entre collègues. Il s'agit d'un accord, d'une fusion internationale. Des dizaines de millions d'euros sont sur la table. Notre collaboration est indispensable. Je ne peux me permettre aucune distraction. » Le docteur Sandrine Dubois déplaça légèrement son accoudoir, comme pour matérialiser une distance entre eux. Elle soutint son regard sans animosité, mais sans la moindre intention de céder. « Je ne remets pas en cause l'importance de votre travail, déclara-t-elle posément. Cependant, votre sentiment d'urgence n'invalide pas mes droits de passagère. J'ai payé pour ce siège. Je l'ai choisi à dessein, et mon intention est d'y demeurer. » Sa sérénité le déconcertait. Il était habitué à ce que les gens s'énervent, s'excusent, ou cèdent face à son assurance.
Mais Sandrine ne haussait pas le ton. Elle ne présentait pas d'excuses. Elle était simplement là, solide, inébranlable. Cette quiétude l'irritait plus que des cris ne l'auraient jamais fait. Chloé Bernard, la jeune femme en 2B, s'agita sur son siège. Elle avait ouvert son ordinateur et feignait d'être absorbée par la mise en page de diapositives, mais ses mains tremblantes la trahissaient. Elle jeta un regard furtif à Sandrine, puis à Léo. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, hésitantes. Léo, on pourrait peut-être, Léo l'interrompit d'un geste de la main. Chloé, s'il te plaît. Ce n'est pas une option. Nous devons achever notre proposition avant l'atterrissage. Tu sais que les enjeux sont colossaux. Son ton, empreint d'une condescendance paternaliste, la réduisit au silence avant qu'elle ne puisse protester. Quelques rangées plus loin, un homme qui faisait semblant de naviguer sur son téléphone leva les sourcils, l'oreille tendue. La tension était désormais palpable, ce genre d'atmosphère qui captive l'attention, que l'on le veuille ou non. Pourtant, personne n'intervint. Personne ne voulait être le premier à s'immiscer dans un conflit qui prenait des allures de spectacle. Sandrine respira lentement, cherchant à maintenir son calme. Elle avait déjà vécu ce genre de situation, non pas dans cet avion, à cette place précise, mais dans d'innombrables contextes de sa vie où sa présence avait été jugée négociable, en conseil d'administration, lors de colloques, ou même dans la salle des professeurs où des collègues plus jeunes et moins qualifiés lui avaient coupé la parole comme si ses propos étaient secondaires. Et elle avait toujours constaté que plus elle répondait à la force par le sang-froid, plus ses interlocuteurs étaient déstabilisés. Il ne supportait pas de ne pas pouvoir la faire entrer dans le rôle qu'il lui avait assigné, celui de la femme colérique et irrationnelle. Non, pas cette fois, pensa-t-elle. Monsieur Fournier, dit-elle à voix basse, l'obligeant à se pencher pour l'entendre. Si c'est si crucial, vous pourriez suggérer à votre collègue de se déplacer. Sinon, vous avez la liberté de travailler depuis votre propre siège. Ma position est définitive. Ces mots étaient nets, mais sans agressivité. C'était une fin de non-recevoir, pas une attaque. Léo cligna des yeux, surpris par son refus de participer au jeu de pouvoir qu'il croyait mener. Il se redressa, le visage empourpré, et balaya l'allée du regard, en quête d'un allié. Il le trouva sous la forme d'une silhouette qui s'approchait d'un pas rapide depuis l'office. L'hôtesse de l'air, Valérie Petit, apparut, son sourire professionnel et crispé, le genre de sourire entraîné à résister aux pires turbulences. Elle était dans la quarantaine, ses cheveux blonds noués en un chignon impeccable, son uniforme sans un pli, et sa démarche assurée était celle d'une personne habituée à gérer les conflits entre passagers. Y a-t-il un souci, monsieur ? Demanda Valérie, s'adressant directement à Léo, ignorant Sandrine. Son ton était empreint d'une sympathie de façade. Elle n'accorda même pas un regard à Sandrine au début, comme si elle était un élément négligeable de la scène. Léo désigna immédiatement Sandrine, saisissant l'opportunité. En effet. Cette dame refuse d'échanger sa place pour que je puisse travailler avec ma collègue. C'est un enjeu majeur pour mes affaires, et son attitude est totalement déraisonnable. Valérie tourna enfin son regard vers Sandrine, et la douceur de son sourire se transforma en condescendance. Madame, dit-elle d'une voix qui aurait pu être utilisée pour parler à un enfant perdu. Ce serait vraiment aimable à vous de l'accommoder. Lui et sa collègue ont un travail important à faire, et ce n'est que pour la durée du vol. Vous resterez en première classe, juste une rangée derrière. Ce n'est tout de même pas un si grand désagrément. Sandrine sentit cette oppression familière dans sa poitrine, la reconnaissance lasse d'un scénario trop souvent rejoué. Les sous-entendus flottaient lourdement dans l'air, sa présence ici était une anomalie, elle avait moins de droit au confort, sa parole comptait moins. Elle fixa Valérie, son ton calme mais inflexible. Je suis à la place qui m'a été assignée. Je l'ai choisie il y a des mois pour une bonne raison. Je ne me déplacerai pas. Le sourire de Valérie se figea. Ses yeux se durcirent imperceptiblement, son masque professionnel se fissurant. Madame, évitons de faire une scène, dit-elle, sa voix se chargeant d'un avertissement. Sandrine haussa un sourcil, son calme plus acéré qu'une lame. Je n'ai nulle intention de faire une scène. Je suis simplement assise à la place que j'ai achetée. C'est ce monsieur qui est demandeur. Un silence s'installa. Les passagers autour d'eux s'agitèrent de nouveau, leur regard allant d'un protagoniste à l'autre comme au théâtre. Certains visages exprimaient de la sympathie, d'autres de l'impatience,
et quelques-uns une satisfaction discrète de voir la monotonie de l'attente rompue par un drame. Mais personne ne parlait. Le silence, se dit Sandrine, est la plus simple forme de complicité. Léo sourit, enhardi par l'intervention de Valérie. Il croisa les bras, convaincu que la situation tournait en sa faveur. Chloé, en revanche, était blême, son regard se posant sur Sandrine avec une expression qui tenait de l'excuse. Elle sembla sur le point de parler, mais se rétracta sous le regard perçant de Léo. Sandrine laissa son regard dériver un instant vers le hublot, suivant une goutte de pluie qui glissait en diagonale sur la vitre, éclairée par les lumières du tarmac. Un débat intérieur faisait rage. Devait-elle céder pour éviter l'escalade? Choisir la facilité, comme elle l'avait fait si souvent, juste pour que les choses suivent leur cours? Ou devait-elle tenir bon, sachant pertinemment la tempête que cela risquait de déclencher? Elle en mesurait le prix. S'opposer aux préjugés, même subtils, lui avait toujours coûté plus qu'à ceux qui les perpétuaient. L'épuisement de devoir sans cesse se demander, cette bataille en vaut-elle la peine? Mais une autre conviction ancrait sa détermination. Chaque fois qu'elle cédait, elle enseignait au monde qu'il pouvait continuer à la presser. Et ce soir, elle ne pouvait pas lui donner cette leçon. Ses mains reposaient tranquillement sur ses genoux. Lorsqu'elle parla à nouveau, sa voix était posée et ferme. « Je ne me déplacerai pas, affirma-t-elle. Si Monsieur Fournier doit travailler avec sa collègue, il existe d'autres solutions. Mais je n'en suis pas une. » Le sourire de Valérie s'évanouit complètement. Pour la première fois, elle parut décontenancée. Elle échangea un regard avec Léo, une alliance tacite se nouant entre eux. À cet instant, Sandrine sentit l'ambiance de la cabine se transformer, la chaleur de l'accueil se glaçant pour devenir quelque chose de fragile, de menaçant. L'hôtesse de l'air se redressa, son ton perdant toute politesse. « Madame, je vous suggère très fortement de reconsidérer votre position, dit Valérie. Si vous persistez dans votre manque de coopération, je pourrais être contrainte d'appeler le chef de cabine. » Sandrine ferma son carnet et le posa avec soin sur la console. Elle tourna la tête, son regard rencontrant celui de Valérie avec un calme qui frisait le déconcertant. « N'hésitez surtout pas, dit-elle doucement. J'en serais même ravi. » Durant un instant suspendu, les trois restèrent figés dans cette impasse. L'homme d'affaires imbu de lui-même, l'hôtesse condescendante et la femme sereine qui refusait de céder. Autour d'eux, la cabine semblait retenir son souffle, comme si elle pressentait l'orage qui se formait de l'autre côté du fuselage. Et Sandrine le sentait au plus profond d'elle-même, c'était loin d'être fini. Le bourdonnement des conversations en cabine s'atténua lorsque Valérie Petit fit un pas en arrière. Sa main se leva légèrement, comme pour demander un instant. Ses lèvres se pincèrent en une ligne fine avant qu'elle ne s'éloigne dans l'allée en direction de l'office. Dès qu'elle fut partie, un silence pesant sembla remplir l'espace qu'elle venait de quitter, ne laissant que le ronronnement sourd des moteurs du Boeing 787 et les chuchotements étouffés de quelques passagers curieux se penchant pour ne rien manquer. Léo Fournier bomba le torse, comme s'il était certain que la victoire était imminente. Il promena un regard satisfait autour de lui, avec la suffisance d'un homme convaincu d'avoir appelé la cavalerie à la rescousse. Chloé Bernard demeurait assise. Ses yeux étaient rivés sur l'écran de son ordinateur, bien qu'elle n'ait pas écrit un seul mot depuis plusieurs minutes. Sa posture trahissait une tension extrême, chaque muscle contracté, comme si elle se préparait à des turbulences qui n'avaient pas encore commencé. Le docteur Sandrine Dubois ajusta ses lunettes et posa ses mains sur ses genoux. En apparence, elle restait parfaitement maîtresse d'elle-même, l'incarnation du calme. Mais intérieurement, une vague d'inquiétude la submergeait. Elle avait choisi ce siège, ce rituel, parce qu'elle avait besoin de sérénité avant sa semaine de conférence à Londres. Elle avait besoin de la lucidité que lui procurait la solitude, celle de voir le monde s'effacer sous elle tandis qu'elle se préparait à débattre des protocoles de sécurité aérienne avec un parterre d'experts internationaux. Au lieu de cela, elle se retrouvait prise dans une danse qu'elle ne connaissait que trop bien, l'épreuve de sa détermination face à l'arrogance d'autrui, la nécessité de feindre la patience face à la condescendance. Elle se demanda un instant s'il ne serait pas plus simple de céder. Elle pourrait reculer d'une rangée, renoncer à la vue, à l'espace qu'elle avait si soigneusement choisi, mais s'épargner ce spectacle. Elle pourrait leur accorder cette victoire et éviter l'épuisement d'une escalade. Mais à peine cette pensée lui effleura-t-elle l'esprit qu'elle la reconnut pour ce qu'elle était, la tentation de l'abandon. Combien de fois dans sa vie avait-elle opté pour cette solution?
Combien de fois avait-elle ravalé des affronts pour préserver la paix? Trop de fois. Et chaque concession lui avait laissé le même arrière-goût amer, la même question lancinante, quelle leçon leur ai-je donnée sur ma propre valeur? Son regard se porta sur Chloé. Le visage de la jeune femme était exsangue, ses lèvres pincées, ses yeux chargés d'un mélange de culpabilité et de peur. Sandrine connaissait cette expression. C'était celle de quelqu'un pris au piège de la hiérarchie, trop effrayé par la colère de son supérieur pour oser dire la vérité. Le silence de Chloé n'était pas de l'indifférence, c'était un mécanisme de survie. Sandrine ressentit de la compassion pour elle. Elle voyait les liens invisibles qui paralysaient Chloé. C'est alors que Valérie revint. Mais elle n'était pas seule. Derrière elle s'avançait Stéphane Lefebvre, le chef de cabine principal. Son uniforme était impeccable, ses cheveux grisonnants parfaitement coiffés, son visage arborant le masque d'un homme qui avait depuis longtemps renoncé à percevoir les subtilités. Il se déplaçait avec une autorité lasse, celle qui impose l'obéissance sans avoir à se justifier. « Bonsoir », dit Stéphane d'une voix qui portait dans toute la cabine. Il s'arrêta à la hauteur de la rangée de Sandrine, croisant les mains devant lui comme s'il présidait une audience. « Je crois comprendre qu'il y a un différend. » Avant que Sandrine ne puisse formuler une réponse, Léo s'empressa de l'interrompre, la désignant du doigt. « Exactement. Cette passagère refuse d'échanger sa place pour que je puisse travailler avec ma collègue. J'ai expliqué le caractère critique de la situation, mais elle se montre totalement déraisonnable. Votre collègue a tenté de trouver une solution, mais elle refuse de coopérer. » Stéphane acquiesça gravement, son regard se tournant vers Valérie, qui confirma d'un léger signe de tête la version de Léo. Puis, ses yeux se posèrent sur Sandrine, un regard à la fois évaluateur et suspicieux. « Madame, dit-il d'un ton qui se voulait ferme et paternel. Est-ce bien cela? On vous a demandé de vous déplacer et vous refusez. » Sandrine maintint un ton calme, bien que l'injustice de cette présentation la rongeât. « Je suis installée à la place qui m'a été assignée. J'ai acheté ce billet il y a des mois. Monsieur Fournier m'a demandé de me déplacer pour s'asseoir près de sa collègue. J'ai refusé. Voilà l'intégralité des faits. » Les lèvres de Stéphane s'amincirent. « Et pourtant, la situation est devenue source de perturbation, déclara-t-il, le mot perturbation pesant de tout son poids. Vous n'êtes pas sans savoir que la coopération est essentielle en cabine. Lorsqu'une demande raisonnable est formulée, il est dans l'intérêt de tous que les passagers fassent preuve de compromis. » Sandrine se pencha légèrement en arrière, son regard fixé sur lui. « Sauf votre respect, une demande n'est pas raisonnable si elle m'oblige à renoncer à un service que j'ai dûment payé. La perturbation, pour reprendre vos termes, ne vient pas de moi. » Sa voix était douce, mais la netteté de ses propos fendit l'air confiné de la cabine. Quelques passagers s'agitèrent, échangeant des regards, mais personne n'osa encore parler à voix haute. Léo éclata d'un rire sec. « Vous entendez ça? Elle renverse la situation pour se faire passer pour la victime. Je suis en train de conclure une affaire à plusieurs millions. Et elle fait quoi? Elle lit un livre. » Chloé tressaillit, le regardant avec alarme. « Léo, je t'en prie, » murmura-t-elle, mais ses mots furent étouffés par l'arrogance de son patron. Stéphane soupira longuement, comme si sa patience était à bout. « Madame, je vous le demande une dernière fois. Acceptez-vous de vous installer au siège 3C? Ce n'est qu'une rangée plus loin. Vous resterez en première classe. Inutile de laisser la situation s'envenimer davantage. » La tentation ressurgit. Une rangée plus loin, un siège du milieu, moins de confort, moins de tranquillité. Mais la tranquillité n'était pas le véritable enjeu. L'enjeu, c'était la dignité. Et la dignité n'était pas négociable. Les doigts de Sandrine se crispèrent sur la coudoir, son dialogue intérieur devenant assourdissant. Si tu cèdes maintenant, tu redeviens invisible. Si tu refuses, tu passes pour une personne difficile. Dans les deux cas, il gagne. Mais quel choix te permettra de te regarder dans le miroir demain? Elle releva légèrement le menton, sa voix calme mais empreinte d'une conviction profonde. Non, je ne me déplacerai pas. J'ai le droit d'occuper le siège que j'ai acheté. Si le travail de Monsieur Fournier est si pressant, il peut échanger avec sa collègue ou travailler depuis sa propre place. Ces mots restèrent en suspens, tranchants et définitifs. Le visage de Léo vira au cramoisi,
ses poings se serrant. Valérie s'agita, sa confiance initiale s'effritant, et l'expression de Stéphane Lefebvre se durcit pour devenir froide, autoritaire, inflexible. Soit, dit-il, sa voix baissant d'un ton. Si vous refusez d'obtempérer à la demande de l'équipage, nous n'aurons d'autre choix que d'en référer au commandant de bord. Une vague de stupeur parcourut la cabine. Les passagers se penchèrent, les yeux ronds, sentant que le drame entrait dans une nouvelle phase. Le cœur de Sandrine battait plus fort, mais son visage demeurait impassible. Elle savait ce qui allait se passer. Elle avait vu ce scénario se dérouler trop souvent, l'escalade, la manipulation des faits, la tentative de transformer sa résistance en perturbation. Mais cette fois, elle ne céderait pas. Elle tourna son regard vers le hublot, sa voix douce mais résolue. Alors, je vous en prie, faites. Un instant, seul le ronronnement des moteurs, constant et indifférent, se fit entendre. Dehors, la pluie striait la vitre, éclairée par les projecteurs, tandis qu'à l'intérieur, la tempête se resserrait, prête à éclater. Stéphane Lefebvre n'hésita pas. Suite au refus serein de Sandrine, il adressa un signe de tête sec à Valérie Petit et se dirigea d'un pas vif vers l'office avant. Sa démarche était déterminée, saccadée, et le bruit de ses chaussures impeccablement cirées résonna dans la cabine première classe. Les passagers tournèrent la tête comme s'ils assistaient au lever de rideau d'une pièce pour laquelle ils n'avaient pas réservé, mais qu'ils ne pouvaient s'empêcher de regarder. Sandrine Dubois resta immobile, le regard perdu sur les gouttes de pluie qui descendaient en diagonale le long du hublot. Elle percevait les mouvements sur les sièges, les toux discrètes, le léger froissement des journaux de ceux qui feignaient de ne pas être intéressés tout en dévorant chaque détail de la scène. Elle sentait le poids des regards sur elle, mais son visage ne laissait rien paraître. Elle avait appris depuis longtemps que le sang-froid était une armure efficace. Léo Fournier se pencha vers Chloé Bernard, sa voix basse mais vibrante de triomphe. « C'est réglé », chuchota-t-il. « Le chef de cabine va s'occuper d'elle. » Il se renversa en arrière avec un sourire suffisant, comme si l'affaire était déjà classée, comme si la force tranquille de Sandrine n'était qu'un contretemps mineur. L'estomac de Chloé se contracta. Elle fixait l'écran de son ordinateur, le curseur clignotant sur une page blanche. Impossible de se concentrer, pas avec cette honte qui lui brûlait les joues. Elle voulait parler, elle voulait désespérément dire quelque chose. Elle avait tout vu. Elle savait que Sandrine avait été parfaitement calme et raisonnable. Mais c'était la voix de Léo qui portait l'autorité en cet instant, et Chloé connaissait trop bien les hommes comme lui pour ignorer le prix de la contradiction. « Si je dis quelque chose, il me le fera payer au bureau, pensa-t-elle. Il me pourrira la vie. Il pourrait même saboter ma carrière. Mais si je me tais, qui suis-je » Ses doigts tremblaient sur son clavier. Le silence avait un goût amer, mais la peur le maintenait prisonnier dans sa gorge. Puis Stéphane revint, et cette fois, il n'était pas seul. Le capitaine Pierre Lambert le suivait, sa chemise d'un blanc éclatant sous les lumières de la cabine, ses épaulettes dorées brillant faiblement. Il était grand, les épaules larges, son visage marqué par des décennies passées aux commandes. Sa simple présence transforma l'atmosphère. Les passagers se redressèrent. Les conversations s'éteignirent. L'autorité, pure et incontestable, venait de faire son entrée. « Capitaine », commença Stéphane, sa voix s'adressant autant aux passagers qu'à Lambert. « Nous avons un souci. » Le regard de Lambert balaya la cabine, sa mâchoire tendue. Il ne regarda pas Sandrine immédiatement. Il se tourna d'abord légèrement vers Stéphane et Valérie, écoutant leur version des faits, livrée d'un ton rapide et concis. Léo se pencha dans l'allée, ajoutant ses propres commentaires avec une frustration exagérée. Pour un observateur extérieur, la scène semblait parfaitement officielle et procédurale, un équipage en délibération, un passager se plaignant, le capitaine prenant connaissance de la situation. Pour Sandrine, c'était tout autre chose, un simulacre de procès, mené à voix basse, sans qu'elle puisse se défendre. Elle ferma les yeux un court instant, inspirant lentement. Elle avait passé sa vie à enseigner aux pilotes la gestion des ressources de l'équipage, les dangers des biais cognitifs, les conséquences désastreuses d'une prise de décision sans collecte d'informations. Et la voilà, témoin de la violation flagrante des protocoles qu'elle avait elle-même contribué à établir. Finalement, le capitaine Lambert s'avança. Sa stature imposante bloquait l'allée lorsqu'il s'arrêta au niveau de la rangée de Sandrine. Son regard se fixa juste au-dessus d'elle, comme s'il s'adressait au dossier du siège et non à la femme qui l'occupait.
Madame, commença-t-il de sa voix de baryton, profonde et sonore. Je suis le capitaine Lambert. On m'informe que vous refusez d'obéir aux instructions de l'équipage et que votre comportement devient perturbateur. Ceci doit cesser. Le mot « perturbateur » fendit l'air, chargé de toute l'animosité d'une accusation. Les passagers s'agitèrent de nouveau, certains chuchotant, d'autres échangeant des regards entendus. Ah, voilà le fin mot de l'histoire. Le cadre était posé. Sandrine n'était plus une femme défendant calmement ses droits. Elle était le problème. Sandrine tourna lentement la tête, son regard rencontrant enfin celui de Lambert. Sa voix était posée, maîtrisée, mais tranchante. Capitaine, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas été perturbatrice. J'étais assise à ma place, lisant en silence. Un passager m'a demandé de me déplacer. J'ai refusé. Votre équipage a envenimé la situation sans raison et a déformé mon attitude. La mâchoire de Lambert se contracta. Son regard alla brièvement de Léo à Sandrine, puis revint. Il était pris entre sa conception de l'autorité et la nécessité de maintenir l'ordre. Mon équipage est composé de professionnels chevronnés, affirma-t-il. J'ai confiance en leur jugement. S'ils estiment que vous refusez d'obtempérer, alors c'est le cas. Maintenant, allez-vous prendre l'autre siège ou allons-nous avoir un problème? La cabine retint son souffle. Chaque mot résonnait de manière assourdissante dans le silence. Les mains de Chloé se crispèrent sur ses genoux. Elle voulait hurler la vérité, que Sandrine avait été digne et calme, que c'était Léo qui avait insisté, exigé. Mais sa voix resta emprisonnée dans sa gorge. Elle imaginait déjà la réaction de Léo si elle parlait. Les regards noirs au bureau, le dénigrement, les remarques assassines en réunion. Elle baissa les yeux, se détestant pour son impuissance. Sandrine, de son côté, sentait le poids de la décision l'écraser. Les paroles du capitaine n'étaient pas une simple demande. C'était une menace à peine voilée sous le couvert de l'autorité. Elle pouvait obéir et renoncer à sa dignité, ou résister et risquer l'expulsion. Elle entendait les battements de son propre cœur, réguliers et insistants. Elle pensa à tous ceux, hommes et femmes, qui avaient été confrontés à de tels moments, contraints de choisir entre leur humanité et le confort des autres. Elle pensa à toutes ces conférences sur le leadership, l'équité, le respect. Et elle pensa à Chloé, la jeune femme assise là, paralysée par la peur, témoin silencieuse. Si Sandrine cédait maintenant, quelle leçon lui donnerait-elle? Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, était basse, mais parvint à toutes les oreilles. Non, capitaine, je ne me déplacerai pas. Je n'ai commis aucune faute. Ce problème n'est pas le mien à résoudre. Une ondulation parcourut les passagers. Certains froncèrent les sourcils, désapprobateurs. D'autres semblèrent surpris, voire admiratifs. Léo ricana, son sourire suffisant se redessinant sur ses lèvres, comme s'il savourait déjà sa défaite. Les yeux de Lambert se plissèrent. Il s'attendait à ce que la résistance cède face à son autorité. Au lieu de cela, elle s'était renforcée. À cet instant, son orgueil fut piqué. Reculer maintenant serait une perte de face, non seulement devant son équipage, mais devant toute la cabine. Très bien, dit-il d'une voix glaciale. Si vous refusez de suivre mes instructions, vous ne me laissez pas le choix. Je vais faire appel à la sécurité pour vous faire escorter hors de l'appareil. Ces mots tombèrent comme un coup près. Sandrine resta assise, le visage impassible, mais intérieurement, son cœur se serra. Elle s'y attendait. Pourtant, la blessure était vive. Être traitée comme une menace, une perturbation, pour le simple fait d'exister à l'endroit où elle était en droit d'être. C'était une offense, une négation de son être. Chloé se mordit la lèvre au sang. Ses mains la démangeaient de se lever, de dire quelque chose, n'importe quoi. Mais la peur la clouait à son siège. Elle murmura pour elle-même, si bas que personne ne l'entendit, « Je suis désolée ». Sandrine rassembla ses affaires avec une lenteur calculée, pliant son blazer avec soin, glissant son carnet dans son sac. Chaque geste était précis, presque solennel. Elle ne se hâtait pas. Elle envoyait un message silencieux avec chaque mouvement calme, « Vous ne m'avez pas vaincu ». Et tandis qu'elle se levait, la cabine observait, silencieuse et complice, une femme digne être conduite vers la sortie. La cabine première classe n'avait jamais paru aussi exiguë.
Les sièges cossus, l'éclairage feutré, l'arôme délicat des croissants chauds. Tout cela s'évanouit dans un silence oppressant lorsque le capitaine Pierre Lambert prononça son ultimatum. Ces mots étaient sans appel, chargés de toute la force de l'autorité fédérale, obtempérer ou être débarqué. Un instant, l'avion entier sembla suspendre sa respiration. Nul ne bougeait. Nul ne parlait. Même le ronronnement continu des moteurs s'effaça, supplanté par la tension électrique qui imprégnait chaque surface. Tous les regards étaient tournés vers le docteur Sandrine Dubois. Sandrine resta assise, son carnet déjà rangé dans son sac, son blazer plié sur ses genoux. Son visage était impénétrable. Ni la morsure de l'humiliation, ni la colère qui brûlait en elle. Elle avait depuis longtemps appris à faire du calme une armure. Mais au fond de son cœur, une douleur familière la tenaillait. Elle savait que cela pouvait arriver. Elle l'avait pressenti dans le ton de l'hôtesse, dans la formulation du chef de cabine, dans le refus du capitaine de la voir réellement. Le jugement avait été rendu bien avant qu'il ne soit prononcé. Léo Fournier se cala dans l'allée, bras croisés, un sourire narquois aux lèvres. Il ne cherchait pas à le dissimuler. Pour lui, c'était une victoire, la confirmation que son insistance avait plus de poids que la dignité de cette femme. Chloé Bernard était assise, pétrifiée, à côté du siège désormais vide de Sandrine, son visage blême, ses yeux embués par un conflit intérieur. Elle voulait parler, empêcher ce qui se passait, mais sa voix était prisonnière d'une muraille de peur. Ses doigts tremblaient sur le bord de son ordinateur, ses ongles s'enfonçant dans le plastique comme pour trouver un point d'ancrage. Le capitaine Lambert s'écarta légèrement, faisant un signe de tête à Stéphane Lefebvre. Le chef de cabine fit un geste sec vers l'avant, et en quelques secondes, 2 agents de sécurité apparurent à l'entrée de la cabine. Ils n'étaient pas agressifs. Leurs expressions étaient neutres. Leur présence était calme, mais implacable. Néanmoins, leur arrivée constituait la touche finale et humiliante à la déclaration du capitaine. « Madame », dit l'un des agents d'une voix douce. « Veuillez prendre vos affaires. Nous allons vous accompagner hors de l'avion. » Sandrine se leva lentement, posément, ses mouvements d'une précision calculée. Elle glissa son blazer sur son bras, passa la lanière de son sac sur son épaule, et enroula le câble de ses écouteurs en un cercle parfait avant de le ranger dans sa poche. Elle ne se laisserait pas bousculer. Chaque geste était délibéré, un message silencieux, « Vous pouvez me prendre ce siège, mais vous ne me prendrez pas ma contenance. » La cabine observait. Les passagers regardaient par-dessus l'écran de leur téléphone. Certains avaient les yeux écarquillés de malaise, d'autres un regard durci par une approbation satisfaite. Quelques-uns détournèrent vivement les yeux, refusant de croiser son regard, refusant d'admettre leur complicité. Pour eux, elle était déjà cataloguée comme la passagère à problème. Et ils étaient soulagés que ce ne soit pas eux. Un homme marmonna, juste assez fort pour que son voisin l'entende, elle n'avait qu'à bouger. On aurait tous gagné du temps. Son voisin haussa les épaules, le regard obstinément fixé au plafond. Le regard de Sandrine balaya la cabine une dernière fois. Elle vit les regards fuyants, le malaise, l'indifférence. Mais elle vit aussi Chloé. Les yeux de Chloé étaient grands, brillants. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle allait parler. Elle croisa le regard de Sandrine, et dans cet échange muet, Sandrine perçut à la fois des excuses et de l'admiration. La jeune femme voulait la soutenir, mais elle était prisonnière de sa propre peur. Sandrine maintint son regard un instant de plus, une réassurance silencieuse, « Je comprends. Ce n'est pas à toi de porter ce fardeau aujourd'hui. » Le sourire de Léo s'accentua lorsque Sandrine entra dans l'allée. Il s'écarta légèrement, feignant de bouger ses jambes pour lui faire de la place, comme s'il lui accordait le passage. Il se pencha juste assez pour murmurer, « Il y a des gens qui ne savent pas quand il faut céder. » Sandrine ne lui accorda pas un regard. Il n'était pas le problème. Il n'était qu'un symptôme, et les symptômes ne sont importants que s'ils révèlent la maladie. Les 2 agents la flanquèrent poliment, sans la toucher, se contentant de la guider vers l'avant. Pourtant, leur présence suffisait à transformer ce moment en une scène de déshonneur. Les yeux des passagers suivaient chacun de ses pas. Le poids de leur regard pesait sur son dos. L'allée, qui semblait si large auparavant, était devenue un chemin de croix. Une jeune hôtesse de la rangée 4 chuchota à une collègue, « C'est elle qui posait problème ?» Sa voix était incrédule, mais elle fut rapidement étouffée par le silence qui suivit.
peu était prêt à exprimer un doute, pas après que le capitaine eut parlé. Les pas de Sandrine étaient assurés. Chaque foulée résonnait comme un métronome, rythmant sa dignité. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de l'avoir flanché. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de l'avoir brisé. En arrivant à l'avant de la cabine, elle tourna légèrement la tête, sa voix calme, mais suffisamment audible pour atteindre le capitaine et le chef de cabine qui se tenaient près de l'office. « Vous commettez une erreur, dit-elle, son ton posé mais lourd de sens. Et je vous le garantis, avant que cette nuit ne s'achève, vous le saurez. » Un rictus, entre le mépris et le sourire narquois, se dessina sur les lèvres du capitaine Lambert, mais il ne dit rien. La mâchoire de Stéphane Lefebvre se contracta, et il détourna les yeux. Valérie Petit se tenait là, rigide, les bras croisés, son expression composée mais fragile. La porte de la passerelle d'embarquement s'ouvrit dans un sifflement mécanique. L'air frais du terminal pénétra dans la cabine, se mêlant à l'air recyclé de l'appareil. Le son était final, définitif, comme la fin d'un chapitre. Sandrine franchit le seuil, la posture droite, la tête haute. Derrière elle, la cabine laissa échapper un soupir collectif, un mélange de soulagement et de malaise. La porte se referma avec un bruit sourd, la laissant à l'extérieur. À l'intérieur, les passagers s'agitèrent sur leurs sièges, des murmures s'élevèrent. Certains la critiquaient à voix basse. D'autres se demandaient pourquoi le capitaine avait dû en arriver là. Quelques-uns secouaient la tête, conscients de l'injustice, mais peu enclins à en faire une affaire personnelle. Chloé fixait le siège vide à côté d'elle, la poitrine oppressée. Elle venait d'assister à quelque chose qu'elle savait être profondément injuste, et elle n'avait rien fait. La culpabilité la rongeait, vive et implacable. Elle voulait se convaincre qu'elle n'avait pas eu le choix. Mais au fond d'elle, elle savait que le silence était aussi un choix. Léo se pencha vers elle, sa voix empreinte d'une satisfaction suffisante. « Bon, maintenant, on peut enfin travailler. » L'estomac de Chloé se souleva. Elle n'ouvrit même pas son ordinateur. Dans la passerelle d'embarquement, Sandrine s'arrêta un instant. Les deux agents attendaient en silence, s'attendant à ce qu'elle poursuive vers le terminal. Mais elle resta immobile, sa main posée légèrement sur la lanière de son sac. À travers l'épaisse vitre, elle distinguait la silhouette du cockpit. Le capitaine Lambert, penché sur ses instruments, convaincu d'avoir réglé le problème. Mais il s'était trompé. Ils s'étaient tous trompés. Car Sandrine Dubois connaissait le poids des protocoles qu'il venait d'enfreindre. Elle connaissait l'influence des personnes figurant dans son répertoire. Et elle savait que son pouvoir n'avait jamais résidé dans un siège d'avion. Son pouvoir l'attendait, juste de l'autre côté des parois de cet appareil. Les agents échangèrent un regard perplexe. L'un d'eux finit par s'éclaircir la gorge. « Par ici, madame, dit-il en indiquant le terminal. » Sandrine acquiesça d'un très léger signe de tête. « Un instant, s'il vous plaît. » Elle sortit son téléphone de son sac, ses doigts agiles parcourant ses contacts. Son regard ne quittait pas l'avion à travers la vitre. Elle savait déjà que l'appel qu'elle allait passer allait changer le cours de la nuit. Pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui étaient encore à bord de cet avion. L'air sur la passerelle d'embarquement était plus vif qu'à l'intérieur de la cabine, un courant d'air aseptisé imprégné d'une légère odeur de kérosène et de déterge. La porte derrière elle se scella avec un sifflement, faisant taire le brouhaha des passagers. Pour la première fois depuis le début de l'altercation, le docteur Sandrine Dubois se retrouva seul, encadré par les deux agents de sécurité qui l'avaient escorté. Ils n'étaient pas hostiles, simplement protocolaires. Néanmoins, leur présence avait un caractère définitif. Pour eux, l'affaire était close, une passagère perturbatrice avait été débarquée, un vol était prêt à partir. Mais Sandrine savait que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Un agent fit un geste en direction du terminal. « Suivez-nous, madame, nous allons vous raccompagner à la porte d'embarquement. » Sandrine leva légèrement la main. Juste un instant. Elle posa son sac avec précaution sur le banc de la passerelle et sortit son téléphone. L'écran s'illumina, affichant une avalanche de notifications qu'elle ignora. Son pouce glissa sur la liste de ses contacts avec la précision de quelqu'un qui sait exactement qui chercher. Le nom s'afficha, Nicolas Moreau. Elle lança l'appel. La ligne décrocha après une seule sonnerie. Une voix familière, profonde et énergique,
mais adouci par la reconnaissance, se fit entendre. « Docteur Dubois, je vous croyais déjà en vol. Un problème ?» Le regard de Sandrine resta fixé sur l'avion, visible à travers l'épaisse baille vitrée. Elle pouvait voir le nez du Boeing 787, ses feux brillant faiblement, le personnel au sol retirant les derniers câbles. Elle imaginait le capitaine Pierre Lambert dans le cockpit, persuadé d'avoir étouffé le problème. Sa voix était calme, posée. « Nicolas, je vous appelle pour signaler une infraction au protocole de sécurité de niveau 1 à bord du vol Air France 729, porte des 17. » Un silence lourd et pesant s'installa. Nicolas Moreau n'était pas du genre à se laisser décontenancer, mais ses mots avaient le poids de la foudre. « Niveau 1, répéta-t-il, son ton ayant perdu toute amabilité. « Docteur Dubois, que constatez-vous précisément? Une avarie mécanique? Une menace pour la sûreté? » « La menace, dit Sandrine, sa voix se teintant d'acier, se trouve dans le cockpit. Je viens d'être personnellement débarqué de cet appareil par le capitaine Pierre Lambert. Le motif, selon lui, était que je constituais un risque pour la sécurité. En réalité, j'étais une passagère en règle qui a refusé de céder sa place à un homme d'affaires arrogant. L'équipage a envenimé la situation, le chef de cabine a déformé mon comportement, et le commandant de bord a pris sa décision sans me parler, sans procédure de désescalade, et en violation de la directive obligatoire de gestion des conflits. Une nouvelle pause. Quand Nicolas reprit la parole, sa voix était de marbre. Vous êtes en train de me dire que le commandant de bord a débarqué une passagère sur la base de Ouidir, sans suivre la directive 7B? Exactement, confirma Sandrine. La directive que nous avons co-rédigée. Celle pour laquelle je vous ai formé. Celle que chaque équipage opérant depuis ce terminal est légalement tenu d'appliquer. Nicolas laissa échapper un juron. Un son bas et violent. Où êtes-vous actuellement? Toujours sur la passerelle. Il s'apprête à repousser l'avion. À travers la vitre, Sandrine vit le tracteur de piste se mettre en place. Les gyrophares jaunes du véhicule se reflétaient sur le fuselage bombé de l'appareil. Elle apercevait des passagers à travers les hublots de la première classe, certains se réinstallant, d'autres jetant des regards curieux. Ils n'iront nulle part, assura Nicolas. Sa voix était maintenant ferme, celle d'un homme qui reprenait les commandes. J'ordonne l'immobilisation au sol du vol 729, avec effet immédiat. Examen critique de l'équipage de commandement, dès maintenant. Sandrine vit alors, presque instantanément, un véhicule d'opérations aéroportuaires aux gyrophares allumés s'approcher du nez de l'avion. Le tracteur s'immobilisa net. Un homme en gilet de haute visibilité se mit à agiter les bras en direction du cockpit. L'avion, qui était sur le point de partir, se retrouva figé sur place. Une lueur de satisfaction sombre effleura les lèvres de Sandrine. « Je vois déjà le résultat de votre intervention. »« Ce n'est pas mon intervention, » corrigea Nicolas. « C'est la vôtre. Un rapport de niveau 1 de votre part à la valeur d'un ordre direct de la DGAC. Vous venez de clouer cet avion au sol. » Les deux agents de sécurité échangèrent un regard perplexe. Ils avaient escorté une passagère hors d'un avion, pensant l'affaire terminée. Et voilà qu'il assistait à l'immobilisation du plus gros appareil du tarmac sous des lumières clignotantes. Tout cela à cause de la femme qui se tenait là, calmement, son téléphone à la main. Sandrine ajusta son blazer sur son bras. « Nicolas, vous mesurez bien les implications ? » « Parfaitement, dit-il d'un ton grave. Si les équipages d'Air France ne respectent pas les protocoles, le problème dépasse ce simple vol. C'est l'accréditation de tout le terminal qui est en jeu. Et comme vous êtes l'auditrice principale, votre rapport aura force de loi. » Le regard de Sandrine ne quittait pas l'avion. Elle pouvait presque sentir la confusion monter à l'intérieur de la cabine. Le capitaine Lambert devait être en train de pester devant ses instruments, se demandant pourquoi il n'avait pas reçu son autorisation de départ. Léo Fournier devait être en train de se réjouir sur son siège, ignorant que sa victoire venait de lui être retirée. Chloé Bernard. Oui. Sandrine pensa à Chloé. Avec son visage pâle et ses mains tremblantes, elle devait être en train de regarder le siège vide à côté d'elle, se demandant ce que signifiait la disparition si soudaine de la femme qui avait refusé de céder. Mais Sandrine n'avait pas disparu. Elle était là, et la tempête ne faisait que commencer. La voix de Nicolas la tira de ses pensées. « Restez où vous êtes. Mon équipe arrive à la porte. »
nous vous rejoignons sur la passerelle. À partir de maintenant, plus personne ne s'adresse à cet équipage sans passer par moi. Et, docteur Dubois, merci pour cet appel. S'ils vous ont traité de la sorte, Dieu sait combien d'autres ont été réduits au silence. La gorge de Sandrine se noua un instant, mais elle refoula son émotion. Alors, faisons en sorte qu'ils ne réduisent plus jamais personne au silence. L'appel prit fin. Dehors, les moteurs de l'avion ronronnaient toujours, impatients de prendre leur envol. Mais les gyrophares jaunes des véhicules d'opération racontaient une autre histoire. Les passagers à l'intérieur le sentaient aussi. L'attente, le retard, cet avion qui refusait de bouger. Des murmures commencèrent à se propager dans la cabine. La confusion remplaça la suffisance. Dans le cockpit, la main du capitaine Lambert serrait les commandes radio, ses jointures blanchies. Les mots de la tour de contrôle furent comme une douche froide. Air France 729, maintenez votre position. Immobilisation au sol en cours. Motif, examen critique de l'équipage de commandement. Ne décollez pas. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Grommela Lambert, la voix sèche. Son copilote, plus jeune et plus anxieux, le regarda. Ça veut dire que quelqu'un a contesté votre autorité. Examen de l'équipage de commandement. C'est du niveau de la DGAC. L'estomac de Lambert se serra. Son autorité, incontestée depuis des décennies, venait d'être suspendue avant même que l'avion n'ait quitté la piste. Et lorsqu'il regarda par le hublot du cockpit, il les vit, des responsables des opérations se rassemblant près de la passerelle, des silhouettes en costume sombre se déplaçant avec détermination. Et au milieu d'eux, marchant d'un pas calme, un téléphone toujours à la main, se trouvait le docteur Sandrine Dubois. Le malaise dans son estomac s'intensifia. Il comprit trop tard que la passagère qu'il avait renvoyée comme une gêne était la seule personne capable de paralyser son vol, et peut-être sa carrière. De retour sur la passerelle, Sandrine rangea son téléphone dans son sac. Elle regarda les deux agents à ses côtés, qui la dévisageaient maintenant avec un mélange de respect et de confusion. Ils l'avaient escortée en silence. Maintenant, ils comprenaient que la femme qu'ils avaient crue sans pouvoir venait d'arrêter le plus gros appareil du tarmac d'un simple coup de fil. Sa voix était posée mais ferme. « Messieurs, je vous conseille de rester dans les parages. Les choses risquent de se compliquer. » La passerelle d'embarquement frémit légèrement sous le poids de pas précipités. Un groupe d'officiels en costume sombre s'avançait vers la porte de l'avion, leur badge brillant sous les néons. À leur tête, Nicolas Moreau, grand et imposant, dont la présence suffisait à éteindre toute question avant même qu'elle ne soit formulée. À ses côtés, calme et sans se presser, marchait le docteur Sandrine Dubois. Elle n'avançait pas avec colère, mais avec la sérénité de quelqu'un qui connaît déjà l'issue. Son sac était bien en place sur son épaule, son blazer drapé sur son bras, comme si elle se rendait à une conférence plutôt que de remonter à bord de l'avion qui venait de la rejeter. Les deux agents de sécurité suivaient à quelques pas, visiblement incertains de leur rôle, étaient-ils des témoins, des escortes, ou les élèves d'une leçon qui dépassait largement leur grade? Lorsque la porte de la cabine s'ouvrit à nouveau, un silence de plomb s'abattit sur la première classe. Les passagers qui commençaient à se détendre dans l'illusion du départ se redressèrent d'un coup. La vision de Sandrine revenant aux côtés de l'homme que tout employé de l'aéroport identifiait comme le directeur des opérations provoqua une onde de choc. Le sourire narquois de Léo Fournier disparut instantanément, laissant place à une expression de confusion. Le souffle de Chloé Bernard se coupa. Valérie Petit, qui se tenait près de l'office, se figea, une cafetière à la main. Et le capitaine Pierre Lambert, sortant à contre-cœur du cockpit, sentit un poids d'angoisse l'envahir. Nicolas s'arrêta à l'entrée de la cabine, sa voix calme mais empreinte de l'autorité de celui qui contrôle les pistes d'un simple appel. « Capitaine Lambert, je suis Nicolas Moreau, directeur des opérations de cet aéroport. Nous devons nous entretenir. » La mâchoire de Lambert se crispa. Il jeta un regard à Stéphane Lefebvre, qui s'agita mal à l'aise, puis de nouveau à Nicolas. « Directeur Moreau, dit-il d'un ton sec. C'est tout à fait inhabituel. Nous étions sur le point de partir. Votre départ est suspendu, répliqua Nicolas, le regard inflexible. Le vol 729 est cloué au sol, dans l'attente d'un examen de l'équipage de commandement. Et cet examen, nous allons le mener ici et maintenant. Des exclamations étouffées parcoururent la cabine. Les passagers échangèrent des regards stupéfaits,
comprenant que le drame qui semblait clos ne faisait que commencer. Nicolas se tourna légèrement, désignant Sandrine. « Voici le docteur Sandrine Dubois. Je crois que vous la connaissez déjà. » Pour la première fois, le capitaine Lambert la regarda droit dans les yeux. La reconnaissance se fit lentement, avec une clarté douloureuse. Il l'avait traitée comme une nuisance, l'avait expulsée comme une perturbatrice. Et la voilà devant lui, non plus comme une passagère, mais comme l'auditrice fédérale de la sécurité dont le nom figurait sur les directives qui régissaient sa propre profession. Sandrine inclina légèrement la tête, son ton posé, mesuré, mais d'une précision chirurgicale. « Capitaine Lambert, je suis l'auteur principal de la directive 7B sur la gestion des conflits. Le protocole même que vous et votre équipage avez enfreint ce soir. » Ces mots tombèrent comme des pavés dans la mare, créant des ondes de choc. Léo Fournier s'enfonça dans son siège, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Les yeux de Chloé Bernard s'écarquillèrent, partagés entre l'admiration et le soulagement, et Valérie Petit semblait sur le point de s'évanouir. La voix de Nicolas remplit le silence. Sur la base du rapport du docteur Dubois, je signale votre équipage pour une faute de jugement catastrophique. Vous avez transformé un simple différend de siège en l'expulsion d'une passagère, sans respecter les étapes obligatoires de désescalade. Avec effet immédiat, ce vol est immobilisé et votre équipage sera escorté pour des entretiens officiels. Le visage de Lambert devint pourpre. C'est un scandale. S'emporta-t-il. J'ai exercé mon autorité de capitaine pour maintenir l'ordre. C'est ma prérogative selon la loi fédérale. La voix de Sandrine, calme mais tranchante, coupa court à sa protestation. L'autorité sans responsabilité n'est pas du leadership, capitaine. Vous n'avez pas maintenu l'ordre. Vous en avez abusé. Et vous l'avez fait au détriment de la sécurité et de la vérité. Les passagers environnants assistaient à la scène, médusés. Pour la première fois, le récit venait de basculer. La femme qu'ils avaient vue être escortée comme un problème était désormais celle qui détenait un pouvoir incontestable, s'exprimant avec une clarté qui faisait vibrer l'air. Stéphane Lefebvre s'éclaircit la gorge, la voix tremblante. Nous avons agi en fonction des informations dont nous disposions. Le passager, Monsieur Fournier, était très insistant, Nicolas tourna son regard vers lui, et Stéphane perdit contenance sous son poids. Monsieur Lefebvre, votre rôle était de calmer la situation, pas de l'envenimer. Au lieu de ça, vous avez présenté un refus poli comme une perturbation et avez biaisé le jugement du capitaine avant même qu'il n'ait parlé au docteur Dubois. C'est une faute grave, elle est documentée, et des mesures seront prises. Valérie Petit déglutit péniblement, sa condescendance passait maintenant fragile et exposée. Son regard allait de Nicolas à Sandrine, cherchant une issue qui n'existait pas. Nicolas se tourna ensuite vers Léo Fournier, qui était assis, raide, au siège de A. Quant à vous, monsieur, vous êtes à l'origine de cet incident. Vous ferez une déposition complète avant de quitter ce terminal. Je vous conseille de bien choisir vos mots. La DGAC les lira attentivement. Le visage de Léo devint livide. Il ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. La suffisance qui l'animait quelques instants plus tôt s'était évaporée, ne laissant que la coquille vide d'un privilège mis à nu. Chloé Bernard resta immobile, la poitrine serrée. Pour la première fois, elle osa croiser à nouveau le regard de Sandrine. Il n'y avait aucune accusation dans les yeux de Sandrine, aucune amertume, seulement une force tranquille qui fit monter les larmes aux yeux de Chloé. Elle réalisa qu'elle retenait son souffle depuis des heures. Et maintenant, enfin, elle pouvait respirer. Nicolas recula d'un pas, laissant Sandrine s'avancer légèrement. Sa voix était douce, mais elle porta jusqu'à la dernière rangée. Ce qui s'est passé ici ce soir n'était pas une question de siège. C'était une question de respect. La question de savoir si une femme, si n'importe qui, peut exister dans cet espace sans qu'on lui demande de sacrifier sa dignité pour la commodité d'un autre. Et chacun d'entre vous a été témoin de ce qui arrive lorsque ceux qui détiennent le pouvoir oublient leur devoir d'équité. Le silence qui suivit fut total. Certains passagers baissèrent les yeux, honteux. D'autres la regardèrent avec une sorte de révérence. Chloé sentit des larmes lui piquer les yeux, non pas de tristesse, mais de la reconnaissance soudaine et bouleversante d'avoir été témoin du courage à l'état pur. Le capitaine Lambert ouvrit la bouche comme pour répliquer, mais Nicolas leva la main pour le faire taire. Gardez ça pour votre entretien, capitaine. Pour l'instant,
rassemblez votre équipage. Vous ne piloterez pas cet avion ce soir. La finalité de sa voix était sans appel. Sandrine recula, la posture droite, son calme imperturbable. Elle ne ressentait plus la blessure de l'humiliation d'avoir été escortée. Cette marche dans l'allée avait été leur tentative de la briser. Maintenant, debout ici, aux côtés de Nicolas, elle savait qu'ils n'avaient réussi qu'à se briser eux-mêmes. Léo s'agita mal à l'aise, se faisant tout petit dans son siège. Chloé se redressa légèrement, sa colonne vertébrale se raidissant comme si la force de Sandrine lui avait transmis une partie de son feu. Valérie fixait le sol, tordant nerveusement ses mains. Et le capitaine Lambert se tenait là, en silence, le poids de son autorité anéanti pesant lourdement sur ses épaules. Le drame de la soirée n'était pas terminé. Il y aurait des dépositions, des enquêtes, des conséquences qui iraient bien au-delà de cette cabine. Mais à cet instant, la roue avait tourné, et chaque témoin de cette première classe le savait. Sandrine Dubois avait été escortée comme un problème. Elle était revenue comme la sentence. Les couloirs aseptisés du centre des opérations de l'aéroport paraissaient plus froids que la passerelle d'embarquement. Des néons projetaient des ombres dures sur des murs d'une couleur de papier jauni. L'atmosphère était glaciale, non seulement à cause de la climatisation, mais à cause de ce que ce lieu symbolisait, la reddition de comptes. Tous les passagers du vol 729 avaient été replacés, réacheminés ou logés. Le terminal avait retrouvé un calme relatif, un chaos feutré de comptoirs de réclamation et de plaintes étouffées. Mais au cœur du centre des opérations, il n'y avait aucun bruit, seulement la mécanique silencieuse et méthodique d'une enquête qui se mettait en branle. On avait attribué au docteur Sandrine Dubois un petit bureau, une marque de déférence due à son statut et à son autorité fédérale. Une cafetière de café, à peine entamée, dégageait une douce vapeur sur une table d'appoint. Mais Sandrine l'ignora. Elle était assise à son bureau, le dos droit, son stylo glissant sur le papier ligné tandis qu'elle rédigeait sa déposition. Chaque mot était pesé, chaque phrase soigneusement choisie. Nul besoin d'enjoliver la réalité. La vérité seule était suffisamment accablante. De l'autre côté de sa porte, les interrogatoires commencèrent. Valérie Petit fut la première à passer. Elle entra dans la salle de conférence, toujours en uniforme, les épaules droites, le menton levé, comme si elle pouvait encore s'en sortir par l'assurance qu'il avait portée durant tant de vols. Elle s'assit face à deux enquêteurs, l'un de la DGAC, l'autre de la gendarmerie des transports aériens, tous deux avec leurs carnets ouverts, prêts à prendre des notes. Mademoiselle Petit, commença l'enquêteur de la DGAC, décrivez-nous le déroulement des faits dans la cabine. Valérie lissa sa jupe, cherchant à gagner du temps. J'ai tenté de gérer un différend entre deux passagers. Monsieur Fournier devait s'asseoir près de sa collègue pour un travail urgent. Le docteur Dubois a refusé de coopérer. Elle était obstinée, peu conciliante. L'enquêteur de la gendarmerie se pencha en avant. A-t-elle élevé la voix? Non, concéda Valérie. Pas vraiment, mais son ton était ferme, provocateur. Vous a-t-elle menacé? A-t-elle eu des propos injurieux? Les lèvres de Valérie se pincèrent. Non, mais, l'enquêteur de la DGAC l'interrompit. Donc, pour résumer, elle était assise tranquillement à sa place et a refusé de la céder. C'est là toute sa perturbation. L'assurance de Valérie commença à s'effriter. Elle triturait un mouchoir entre ses mains. J'essayais d'éviter que la situation ne dégénère. Parfois, il faut savoir prendre des décisions rapides. Il nous semble, déclara sèchement l'homme de la gendarmerie, que c'est vous qui avez envenimé la situation. Vous avez pris le parti du passager exigeant, bafoué les droits de l'autre, et qualifié à tort son refus calme de comportement perturbateur. Est-ce que ce n'est pas cela qui s'est passé? Le souffle de Valérie se coupa. Le bouclier d'autorité dont elle s'était parée venait de voler en éclats. Des larmes perlèrent à ses yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de remords, seulement de peur. Peur pour sa carrière, sa retraite, la fragile identité qu'elle s'était construite en 2 décennies d'uniforme. Sa voix se brisa. Je suis hôtesse de l'air depuis 25 ans. J'ai consacré ma vie à ce métier. Raison de plus pour avoir agi avec plus de discernement, répondit froidement l'enquêteur de la DGAC. Stéphane Lefebvre fut le suivant. Il entra dans la pièce avec la raideur d'un homme qui se croit encore protégé par la procédure. Sa cravate était impeccable, ses chaussures lustrées,
mais une sueur froide perlait à ses tempes. « Monsieur Lefebvre, » commença l'un des enquêteurs, « vous étiez le chef de cabine. C'est vous qui avez fait remonter l'affaire au commandant de bord. » « Pourquoi ?» La mâchoire de Stéphane se contracta. « J'ai agi sur la foi des informations de mon hôtesse. J'ai fait confiance à son jugement. Elle m'a signalé que la passagère n'était pas coopérative. Avez-vous parlé vous-même au docteur Dubois avant d'impliquer le commandant de bord ?» Stéphane marqua un temps d'arrêt. « Non, les choses allaient vite. Mon devoir était de soutenir mon équipe. Vous avez soutenu une fausse version des faits, » asséna l'enquêteur. « Et ce faisant, vous avez enfreint plusieurs étapes du protocole de désescalade. Vous n'avez pas observé. Vous n'avez pas écouté. Vous avez simplement escaladé. Ce n'est pas du leadership, monsieur Lefebvre. C'est un manquement à vos devoirs. » Le masque soigneusement entretenu de Stéphane se fissura. Ses épaules s'affaissèrent. Il baissa les yeux sur ses mains, les mots lui faisant défaut. Pendant des années, l'autorité avait été son refuge, sa position le croyait-il à l'abri de tout examen. Mais sous la lumière crue de la responsabilité, il n'y avait plus de refuge. Seulement un échec patent. Le capitaine Pierre Lambert dut affronter la salle la plus redoutable. Il était assis face à Nicolas Moreau en personne, accompagné d'un haut responsable de la DGAC dépêché sur place. Un représentant syndical était à ses côtés, mais même sa présence ne suffisait pas à alléger la tension ambiante. « Capitaine Lambert », dit le responsable de la DGAC, sa voix d'acier. « Expliquez-nous votre processus de prise de décision. » La voix de Lambert était éraillée. Il raconta comment il avait été informé par son chef de cabine et son hôtesse, comment il avait perçu la situation comme celle d'une passagère perturbatrice refusant d'obtempérer. Il admit ne pas avoir parlé directement au docteur Dubois avant d'ordonner son débarquement. La voix de Nicolas fusa. « Vous avez regardé une femme assise calmement à sa place et vous l'avez jugée comme un risque pour la sécurité. Pourquoi ?» La bouche de Lambert s'ouvrit, se referma, puis s'ouvrit à nouveau. « Parce que mon équipage, votre équipage a eu une impression, » interrompit Nicolas, sa voix montant d'un cran, « et vous avez agi sans vérifier. Vous êtes le commandant. Vous êtes le dernier rempart contre l'erreur. Et ce soir, vous l'avez cautionné. » Lambert s'avachit sur sa chaise, la honte l'envahissant. Pendant 30 ans, il avait porté son uniforme comme une couronne, son commandement jamais remis en question. Maintenant, sous cette lumière fluorescente, il ressemblait moins à un commandant qu'à un homme qui avait pris son orgueil pour de la sagesse. Léo Fournier arriva au centre des opérations avec arrogance, exigeant des avocats, se plaignant des retards, sa voix aiguë et pleine de suffisance. Mais lorsqu'on lui signifia qu'il était désormais impliqué dans une enquête fédérale, son ton changea. Son entreprise avait été prévenue. Son rôle d'instigateur avait été consigné. Son avocat lui recommanda de coopérer. C'est ce qu'il fit, de manière pathétique. « Je ne pensais pas que ce serait une telle histoire, » dit-il. Ce n'était qu'un siège. Ma réunion était cruciale. Il y avait des millions en jeu. La voix de l'enquêteur était glaciale. Et vous pensiez que votre réunion primait sur la dignité d'une autre passagère? Primait sur les réglementations fédérales? Léo rougit, bafouilla, puis se tut. Son arrogance s'était dissipée, ne laissant que la silhouette fragile et tremblante d'un homme qui croyait que le monde se plierait toujours à sa volonté. Sandrine acheva sa déposition en silence. Elle posa son stylo, relut ses mots, puis apposa sa signature d'une main assurée. Son rapport n'était pas empreint d'émotion. Il était factuel. Et il était accablant. Tandis que la nuit avançait, les pièces du puzzle de la soirée s'assemblaient, témoignages, contradictions, les façades d'autorité qui s'effondraient. Sandrine traversa le couloir une dernière fois, ses pas posés, son calme intact. Elle n'avait nul besoin de triompher. La vérité s'en chargeait pour elle. Pour chaque Léo Fournier et son sourire narquois, pour chaque Valérie Petit et sa condescendance, pour chaque Stéphane Lefebvre et son manquement, pour chaque Pierre Lambert et son autorité abusive, l'heure des comptes avait sonné. Et elle, Sandrine Dubois, avait simplement choisi de ne pas fermer les yeux. À l'aube, l'aéroport vibrait au rythme d'une métropole en éveil. Les annonces fusaient dans les terminaux, les chariots à bagages cahotaient sur le carrelage, et l'odeur persistante de café brûlé se mêlait aux effluves de kérosène venant des pistes.
Mais entre les murs aseptisés du centre des opérations, le silence avait régné toute la nuit. Le docteur Sandrine Dubois quitta le petit bureau où elle avait rédigé son rapport. Le ciel, visible à travers les parois de verre, commençait à s'éclaircir, des zébrures roses et orangées déchirant l'horizon. Elle se déplaçait avec la même maîtrise qu'elle avait montrée en cabine, calme, posée, inébranlable. Le poids de la nuit était palpable, mais il ne l'avait pas fait plier. Nicolas Moreau la rejoignit à la croisée des couloirs. Sa chemise était froissée, sa cravate dénouée, mais son regard était vif, aiguisé par l'urgence d'un homme responsable du destin de tout un terminal. « Votre rapport est transmis », dit-il d'une voix basse mais ferme. La DGAC l'a déjà. Ils agissent rapidement. Sandrine acquiesça d'un léger signe de tête. Ils le doivent. L'enjeu dépassait ma personne. Il s'agit de savoir si l'on peut encore faire confiance à ceux qui détiennent l'autorité. Nicolas laissa échapper un souffle qui ressemblait à un soupir. Vous venez de tirer sur un fil qui dénoue bien plus qu'une simple affaire de vol. Et le dénouement a déjà commencé. Il n'exagérait pas. De l'autre côté du terminal, un jeune blogueur spécialisé en technologie, qui était en classe à faire la nuit précédente, mit en ligne une vidéo de 3 minutes. Il avait filmé discrètement, son téléphone orienté juste assez pour capter la confrontation, le refus calme de Sandrine, les protestations arrogantes de Léo Fournier, la condescendance de Valérie Petit, et finalement, le capitaine Pierre Lambert invoquant le risque pour la sécurité comme une massue. La vidéo se terminait sur Sandrine rassemblant ses affaires avec une dignité tranquille, traversant l'allée sous une pluie de regards réprobateurs. Le titre était simple et cinglant, la classe contre l'équipage sans classe. Avant même que le soleil ne soit complètement levé, la vidéo s'était répandue comme une traînée de poudre. Les hashtags se multiplièrent, justice pour Sandrine, son siège 729, volé avec respect. Les commentaires affluèrent du monde entier. C'est la personne la plus sereine de la pièce et ils osent la qualifier de perturbatrice. Voilà pourquoi la formation sur les biais implicites est cruciale. Ce commandant de bord a tout faux depuis le début. Respect au docteur Dubois. Quelle grâce face à l'adversité. Une reine. La vidéo passa des réseaux sociaux aux journaux télévisés du matin. Les présentateurs diffusaient les images en boucle, secouant la tête avec incrédulité, soulignant le contraste entre la sérénité de Sandrine et l'agressivité croissante de son entourage. En quelques heures, tous les grands médias titraient « Une femme noire débarquée d'un avion ». 10 minutes plus tard, elle paralyse la piste. Pendant ce temps, au centre des opérations, les conséquences s'accéléraient. Léo Fournier attendait dans une salle avec son avocat, son téléphone vibrant de messages qu'il n'osait pas consulter. L'équipe de relations publiques de son entreprise était en pleine gestion de crise. Leur image d'inclusivité, si soigneusement bâtie, s'effondrait sous le poids d'un scandale viral portant son nom. Chloé Bernard était dans une autre pièce, la tête entre les mains. On lui avait demandé une déposition, et elle en avait fait une, honnête et sans fard. Pour la première fois, elle avait verbalisé ce dont elle avait été témoin, que Sandrine Dubois avait été calme, raisonnable et victime d'une injustice. Ces mots, couplés à la vidéo virale, dessinaient un tableau d'une clarté accablante. Et au fond d'elle, Chloé ressentait un mélange de culpabilité et de soulagement. Culpabilité de ne pas avoir parlé au moment crucial. Soulagement que sa voix puisse enfin contribuer à réparer les dégâts. Au siège d'Air France à Paris, la salle du conseil était en ébullition. Les dirigeants, rassemblés autour d'un grand écran affichant les informations en direct, avaient le visage blême en voyant les chiffres défiler, cours de l'action en chute libre, hashtag viraux, présentateur disséquant chaque seconde de la vidéo. C'est un désastre, siffla un membre du conseil. Des milliards de capitalisation boursière partis en fumée en une nuit. Le PDG, Jean Girard, se pinça l'arête du nez. Nous devons reprendre la main. Publier un communiqué. Des excuses publiques. Mettre à pied l'équipage. Quelque chose. N'importe quoi. Ce ne sera pas suffisant, rétorqua un autre membre du conseil. Ce n'est pas une passagère ordinaire. C'est le docteur Sandrine Dubois. Vous réalisez qui elle est? La DGAC l'écoute. Les régulateurs la connaissent. Si elle écrit dans son rapport que nos équipages sont dangereux, nous sommes cloués au sol. Définitivement. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. De retour à l'aéroport, Sandrine traversait le terminal,
accompagné de Nicolas. Les passagers chuchotaient sur son passage, la reconnaissant plus vite que la rumeur ne se propageait. Certains l'abordèrent avec hésitation pour lui exprimer leur soutien. « Merci d'avoir tenu tête », lui dit doucement une femme, tenant la main de sa fille adolescente. Elle avait besoin de voir ça. Sandrine sourit doucement, posant une main sur celle de la jeune fille. « Ne laissez jamais personne vous faire croire que votre place est moins importante que la leur, » dit-elle d'une voix chaleureuse mais ferme. Les yeux de l'adolescente s'écarquillèrent, et elle hocha la tête avec conviction, comme si elle gravait ces mots dans sa mémoire. Nicolas jeta un regard à Sandrine en marchant. « Vous êtes consciente que vous êtes devenue un symbole ?» Sandrine secoua la tête. « Les symboles sont dangereux. Les gens y projettent leurs propres attentes. Je suis simplement une femme qui a refusé de céder sa place. » Nicolas eut un rire sans joie. « Peut-être, mais vous avez aussi cloué au sol la compagnie aérienne la plus puissante de ce terminal. Ça ne passe pas inaperçu. » Dans les studios de télévision du pays, les experts analysaient la vidéo, invitant des spécialistes de l'aviation, des formateurs en diversité, et même d'anciens pilotes. Certains défendaient le capitaine Lambert, arguant qu'il avait agi dans le cadre de ses prérogatives. Mais leurs arguments s'effondraient face au poids de la directive que Sandrine avait elle-même rédigée. Un présentateur résuma la situation sans détour, ce n'était pas seulement une erreur de jugement. C'était un cas de discrimination systémique à 10 000 mètres d'altitude. Et grâce au docteur Dubois, le système doit enfin rendre des comptes. Plus tard dans la matinée, alors que Sandrine était de nouveau assise dans le calme du bureau des opérations, son téléphone sonna. Le nom qui s'afficha la fit hésiter, Jean Girard, PDG d'Air France. Elle répondit calmement. « Monsieur Girard. » Sa voix était mielleuse de contrition, une contrition travaillée et lisse. « Docteur Dubois, au nom d'Air France, je tiens à vous présenter personnellement nos plus sincères excuses pour l'incident de la nuit dernière. Ce que vous avez subi est inacceptable. Soyez assurés que nous prenons des mesures immédiates. » Sandrine l'interrompit, doucement mais fermement. « Monsieur Girard, épargnez-moi les banalités. Ce n'était pas un accident de parcours. C'était un symptôme. On ne guérit pas les symptômes, on traite la maladie. Tant que vous ne vous attaquerez pas à la culture qui a permis cet échec, vos excuses resteront vaines. » Un silence s'installa. Puis, finalement, un soupir résigné. « Nous vous recontacterons. » Sandrine raccrocha, le visage impénétrable. Dans l'après-midi, l'histoire avait fait le tour du monde. Les médias européens diffusaient la vidéo en boucle. Les compagnies asiatiques publiaient des communiqués sur leurs propres protocoles. Et les militants du monde entier saluaient Sandrine comme une force tranquille du changement. Mais Sandrine, elle, était assise dans le bureau de l'aéroport, sirotant enfin le café désormais froid. Ses yeux étaient fatigués, mais son esprit était clair. Elle n'avait pas cherché cette confrontation. Elle n'avait pas demandé à devenir un symbole. Mais parfois, la confrontation vous trouve. Et dans ce cas, le seul choix est de tenir ou de céder. Elle avait choisi de tenir. Et grâce à ce choix, le monde entier la regardait. Les heures qui suivirent furent une leçon de déconstruction. Les événements d'un simple vol se propagèrent pour devenir une crise touchant toute la compagnie aérienne, se répandant dans les salles de rédaction, les places boursières et les conseils d'administration comme une épidémie incontrôlable. Au centre des opérations de CDG, les premiers interrogatoires étaient terminés, mais les ondes de choc ne faisaient que commencer. Chaque mot, chaque geste de la nuit précédente fut consigné, vérifié, et intégré dans des rapports ayant force de loi. Les membres de l'équipage, autrefois protégés par l'autorité de leur uniforme, n'étaient plus que des employés effrayés, s'accrochant à des explications qui ne tenaient plus. Valérie Petit fut convoquée dans un bureau austère des ressources humaines au hub de l'aéroport. Elle entra les épaules basses, le regard vide après une nuit blanche. Elle s'attendait à un blâme, peut-être une mise à pied. Elle se voyait encore comme une victime de la malchance, une incomprise. La réunion dura moins de 5 minutes. Avec effet immédiat, déclara le responsable des RH d'une voix monocorde, « Votre contrat avec Air France est rompu. Vos accès sont révoqués. » Valérie cligna des yeux, abasourdie. « Mes 25 ans, ma retraite, mes avantages, votre comportement la nuit dernière est une violation directe des règlements de la DGAC et des directives fédérales, » la coupa le responsable. « Votre image est devenue virale.
Vous êtes un risque pour la compagnie. Son souffle se coupa. Sa carrière. La seule identité qu'elle ait jamais eue s'effondrait sur une simple feuille de papier. L'uniforme qui lui conférait autrefois son autorité était devenu le symbole de sa chute. Elle quitta la pièce, non plus en tant que membre respecté de l'équipage, mais en tant qu'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Stéphane Lefebvre dut faire face à une réunion plus longue et plus glaciale. En tant que chef de cabine, il pensait que son ancienneté le mettait à l'abri. Mais le rapport de l'enquêteur détaillait ses manquements sans pitié. Il n'avait pas désamorcé la situation, n'avait pas vérifié les faits, n'avait pas rempli la mission première de son poste. Dans la salle de conférence des RH, il tenta de se défendre. J'ai suivi la procédure. J'ai soutenu mon équipe. Le directeur des RH fit glisser le rapport sur la table. Non, monsieur Lefebvre. Vous avez contourné la procédure. Vous avez cautionné un mensonge. Vous avez manqué à votre devoir de leader. Ce n'est pas de la procédure. C'est de la négligence. Stéphane déglutit, sa voix n'étant plus qu'un murmure. J'ai donné 30 ans de ma vie à cette compagnie. Raison de plus pour avoir su mieux agir, rétorqua le directeur. À la fin de la journée, son badge d'accès à l'aéroport était désactivé. Il quitta le bâtiment avec un carton d'effets personnels. Son autorité n'était plus qu'un lointain souvenir. Pour le capitaine Pierre Lambert, la chute fut encore plus brutale. En tant que commandant de bord expérimenté, il était protégé par un syndicat puissant, mais même celui-ci ne pouvait le défendre contre la DGAC. Sa licence fut suspendue en attendant un examen complet de ses compétences et de son état psychologique. Dans les semaines qui suivirent, le fier pilote qui avait commandé des Boeing 787 se retrouva dans une salle de classe à Clermont-Ferrand, écoutant un jeune psychologue de 28 ans lui parler de micro-agressions et de techniques de désescalade. Ses collègues, d'autres commandants de bord, le regardaient avec un mélange de pitié et de mépris. Il avait enfreint la règle d'or, ne jamais laisser un conflit en cabine compromettre le commandement. Son orgueil se transforma en une honte amère. Il ne commanderait plus jamais les cieux. La déchéance de Léo Fournier fut plus rapide et plus publique. Son nom, révélé dans des notes de la DGAC qui avaient fuité, devint synonyme d'arrogance. Des captures d'écran de son profil LinkedIn firent le tour d'Internet, accompagnés de commentaires moqueurs. Des hashtags associaient son nom à l'avidité, aux privilèges et aux préjugés. Chez son employeur, Eldridge Capital, les dirigeants étaient furieux. Leur partenaire de fusion européen s'était retiré, invoquant des doutes sur la culture de l'entreprise. Des centaines de millions s'étaient volatilisés en une nuit. Léo fut convoqué à une réunion avec le directeur juridique et le responsable des RH de la société. Le verdict fut bref et sans appel. Vos agissements sur le vol 729 ont jeté le discrédit sur notre entreprise, déclara le directeur juridique. Vous nous avez fait perdre des clients, du capital et notre crédibilité. Avec effet immédiat, vous êtes licencié. Léo ouvrit la bouche pour protester, mais le responsable des RH poussa un dossier vers lui. À l'intérieur, une lettre de licenciement et une indemnité minimale. Son badge de sécurité fut désactivé avant même la fin de la réunion. Lorsqu'il quitta le bâtiment, son compte email était supprimé, son bureau réattribué, son nom rayé de l'annuaire de l'entreprise. Il avait exigé le siège d'un autre. Il venait de perdre tous les sièges qui comptaient. Chloé Bernard, quant à elle, se retrouva dans une situation inattendue. Quelques semaines plus tôt, elle était la discrète associée junior, terrifiée à l'idée de contredire son patron. Mais son témoignage avait été accablant et véridique. Eldridge Capital, cherchant désespérément à redorer son blason, examina son dossier et la promut. Elle hérita des comptes que Léo avait perdus. En entrant dans son nouveau bureau d'angle, elle s'arrêta près de la fenêtre, contemplant l'horizon. Elle repensa au regard calme de Sandrine Dubois, à cette compréhension silencieuse échangée dans la cabine. Chloé murmura doucement pour elle-même. Elle s'est battue pour moi aussi. Au siège d'Air France, les dégâts étaient colossaux. La valeur de l'action avait chuté. Des procès se profilaient. Les régulateurs tournaient comme des vautours. Dans une salle de conseil dominant Paris, les dirigeants cherchaient désespérément une issue. Le message de la DGAC avait été clair, pas de reprise complète des opérations tant que tous les équipages du monde n'auraient pas suivi une nouvelle formation sur la désescalade et la gestion des préjugés. Et l'ironie était plus cruelle que n'importe quel procès,
la société choisie pour concevoir et superviser ce programme de formation n'était autre que le Washington Ellison Consultancy Group, cofondé par Sandrine elle-même. C'était élégant. C'était dévastateur. La compagnie aérienne allait maintenant payer la femme qu'elle avait humiliée pour reconstruire la culture qui l'avait trahie. Jean Girard, le PDG, regardait par la fenêtre, les mains crispées dans le dos. Il avait bâti son empire sur le prestige, sur l'illusion du luxe aérien. Maintenant, cet empire était suspendu au jugement de la femme que ses employés avaient tenté de renvoyer comme une nuisance. L'humiliation était totale. Dans le calme de sa maison de campagne en Provence, des semaines plus tard, Sandrine Dubois ne réfléchissait pas à son triomphe, mais aux conséquences. Elle n'avait pas cherché à briser des carrières ou à faire tomber des entreprises. Elle avait simplement refusé de renoncer à sa dignité. Mais l'effet domino s'était produit. Elle pensait aux larmes de Valérie, aux épaules affaissées de Stéphane, au regard vide de Lambert, à l'effondrement de Léo, à la gratitude timide de Chloé. Elle ne ressentait aucune jubilation, seulement une profonde tristesse qu'il ait fallu une telle humiliation et un tel chaos pour que des leçons aussi élémentaires de décence soient apprises. Pourtant, elle ressentait aussi une lucidité féroce. C'était l'œuvre de sa vie, construire des systèmes qui garantissent la sécurité des gens, non seulement sur le plan mécanique, mais aussi sur le plan moral. Le ciel ne pouvait être sûr si ceux qui en avaient la garde étaient aveugles à leurs propres préjugés. En fermant son carnet, elle murmura dans le silence de la pièce, le respect n'est pas une option. Ni au sol, ni dans les airs. Jamais. L'histoire du vol 729 ne s'est pas arrêtée à CDG, ni dans les bureaux feutrés des RH où des carrières ont été brisées. Elle s'est propagée à travers les villes, les pays et les continents. Ce qui avait commencé comme une simple altercation pour un siège est devenu un débat mondial incontournable. En une semaine, toutes les grandes compagnies aériennes européennes ont publié de nouvelles directives. Elles ont réaffirmé leur engagement en faveur de l'équité, mis l'accent sur la désescalade et prôné une tolérance zéro pour les pratiques discriminatoires. Mais ces paroles ne provenaient pas d'une soudaine prise de conscience morale, elles étaient nées de la peur. La peur d'être le prochain scandale viral, la peur de devenir le prochain Air France. Les syndicats ont tenu des réunions d'urgence. Les associations de personnel de cabine se sont empressées de lancer de nouveaux programmes de formation. Les pilotes discutaient dans les salles de repos, soudain conscients que leur autorité, autrefois absolue, pouvait être examinée, remise en question, voire annulée. À Bruxelles, les régulateurs ont annoncé une révision des droits des passagers, citant le vol 729 comme un cas d'école. En Asie, les compagnies aériennes ont discrètement fait appel à des consultants en diversité pour leur centre de formation. En Afrique, des éditorialistes ont décrit Sandrine Dubois comme une héroïne des temps modernes, qui s'était battue non pas avec la force ou la colère, mais avec le calme et la loi. Les journaux télévisés ont rediffusé la vidéo de 3 minutes en boucle, chaque image étant analysée en détail. Les commentateurs se sont émerveillés de la maîtrise de soi de Sandrine. La façon dont elle a plié son blazer avec un soin méticuleux. La façon dont elle s'est exprimée sans hausser le ton. La façon dont son calme est devenu une arme plus puissante que l'autorité qui tentait de la réduire au silence. Elle a retourné leur propre mise en scène contre eux, a commenté un présentateur. Ils s'attendaient à de la colère. Elle leur a offert de la dignité. Et la dignité est plus difficile à ignorer. À Paris, des commissions parlementaires ont commencé à évoquer une nouvelle législation de surveillance. Un sénateur a brandi une impression du titre viral, une femme noire débarquée d'un avion. 10 minutes plus tard, elle paralyse la piste, et a déclaré, si cela peut arriver au docteur Dubois, cela peut arriver à n'importe qui. Nos cieux doivent être sûrs pour tous les citoyens, pas seulement pour quelques privilégiés. Ces mots ont trouvé un écho au-delà des clivages politiques. Pour une fois, la question n'était pas partisane. Elle était humaine. Pour Sandrine, cette soudaine attention mondiale était déstabilisante. Les journalistes l'appelaient à toute heure. Des militants voulaient qu'elle prenne la parole lors de manifestations. Des compagnies aériennes voulaient engager sa société de conseil sur le champ. Mais elle n'aspirait ni au micro ni au podium. Elle est retournée tranquillement à son travail, élaborant des modules de formation, conseillant les régulateurs, encadrant de jeunes ingénieurs. Lorsqu'on lui demandait des interviews, elle les choisissait avec soin. Quand elle s'exprimait, ses mots étaient pesés, sa voix calme. « Je ne suis pas un symbole », a-t-elle dit à un journaliste.
Je suis une personne qui a refusé de céder sa place. Si ce refus inspire les autres, qu'il les inspire non pas à m'imiter, mais à être eux-mêmes. Chaque passager a droit à la dignité. Chaque employé a le devoir de la respecter. C'est tout. L'extrait de cette interview a été diffusé aux heures de grande écoute. Des téléspectateurs du monde entier ont répété ces mots comme un mantra, chaque passager a droit à la dignité. Léo Fournier, désormais au chômage et en disgrâce, est devenu le reflet sombre de cette histoire. Des articles ont détaillé sa chute avec une précision cruelle. Ses anciens collègues ont parlé anonymement de son arrogance. Les tabloïds ont publié des photos de lui sortant de son appartement, le visage dissimulé sous une casquette, comme si la honte était un vêtement. Pour Chloé Bernard, l'effet d'entraînement a été différent. Elle a été invitée à participer à des débats sur l'éthique en entreprise, où on lui a demandé de décrire ce que l'on ressentait en étant témoin d'une injustice tout en restant silencieux. Au début, sa voix tremblait. Puis elle s'est affermie. Je n'ai pas parlé quand j'aurais dû, a-t-elle admis. Mais parce que le docteur Dubois a tenu bon, j'ai eu une seconde chance de dire la vérité. Je ne gâcherai pas cette chance. Son honnêteté a touché le public. Elle est devenue une avocate discrète de la responsabilité d'entreprise, la preuve que même le silence peut être racheté s'il est suivi de courage. Pendant ce temps, au sein d'Air France, la transformation a été radicale. Des départements entiers de formation ont été restructurés. Des consultants ont afflué, des formateurs en diversité, des experts en résolution de conflits, des psychologues. Et à la tête de tout cela, supervisant discrètement, se trouvait le cabinet de conseil de Sandrine. Les dirigeants ont grincé des dents face à cette ironie. Les pilotes se sont sentis scrutés. Mais le travail a progressé, sans relâche. Vol après vol, équipage après équipage, la culture a changé, lentement, imparfaitement, mais de manière indéniable. Les passagers l'ont également remarqué. Quelques semaines plus tard, une femme en première classe sur une autre compagnie aérienne a refusé de céder sa place dans des circonstances similaires. Cette fois, l'agent de bord s'est excusé auprès du passager exigeant. « Je suis désolé, monsieur », a-t-il dit fermement, mais ce siège lui appartient. Quelqu'un a filmé la scène. La vidéo est devenue virale avec un nouveau hashtag, l'effet Dubois. Sandrine a observé ces événements avec un mélange de soulagement et de prudence. Elle savait que l'attention du public était éphémère. L'indignation d'aujourd'hui pouvait être l'oubli de demain. Mais elle savait aussi que le changement, une fois amorcé, a tendance à se propager de manière incontrôlable. Le soir, dans le calme de sa maison, elle a réfléchi à cet étrange parcours. Elle a pensé à la jeune fille de l'aéroport dont la mère l'avait remerciée. Elle a pensé au sourire tremblant de Chloé lorsqu'elle a enfin dit la vérité. Elle a pensé à Nicolas Moreau, autrefois son élève, aujourd'hui son allié, se tenant à ses côtés dans la cabine lorsque justice a été rendue. Elle a également pensé à Valérie, Stéphane et Lambert, non pas avec haine, mais avec une triste lassitude. Ils n'étaient pas des monstres. Ils étaient des gens ordinaires aveuglés par leurs préjugés. Et pourtant, un préjugé ordinaire peut blesser aussi profondément que la malveillance. Sa conclusion était simple et inébranlable, le changement ne vient pas seulement de la sanction. Il vient de la mémoire, du refus d'oublier. À la fin du mois, la boîte de réception de Sandrine était remplie d'invitations. Des universités voulaient qu'elle donne des conférences. Des entreprises voulaient ses conseils. Des militants voulaient son soutien pour leur campagne. Elle en a accepté peu, les choisissant avec soin. Elle savait que sa voix avait désormais du poids. Mais elle savait aussi que le pouvoir, tout comme l'autorité, exige de la retenue. Lors d'une petite conférence à Lyon, elle a finalement accepté de prendre la parole. La salle était comble, de jeunes ingénieurs, des pilotes en formation, des étudiants en droit. Elle s'est avancée vers le pupitre, ses cheveux poivre et sel accrochant la lumière, ses perles aux oreilles discrètes mais dignes. Sa voix était calme, sa cadence mesurée, comme une symphonie jouée sur une seule note continue. On me demande souvent, a-t-elle commencé, ce que j'ai ressenti en paralysant une piste. Mais ce n'est pas la bonne question. La question que nous devrions nous poser est, pourquoi a-t-il fallu paralyser cette piste? Pourquoi un équipage de professionnels a-t-il perçu une femme tranquille comme une menace? Pourquoi le silence a-t-il prévalu sur la décence dans cette cabine? Ces questions sont plus importantes que mes propres sentiments, car leurs réponses révèlent le monde que nous devons encore changer.
L'auditoire était silencieux, captivé, suspendu à ses lèvres. Elle a marqué une pause, puis a poursuivi. Le respect n'est pas quelque chose que l'on exige. C'est quelque chose que l'on donne. Et lorsque l'on refuse de le donner, lorsque l'on confond l'arrogance avec l'autorité, les conséquences finissent par arriver. Que ce soit sous la forme d'une vidéo virale, d'un vol cloué au sol, ou de l'érosion de la confiance. Le ciel nous appartient à tous. Il n'est sûr que s'il est juste. La salle a éclaté en applaudissements. Certains se sont levés, applaudissant les larmes aux yeux. Sandrine a incliné légèrement la tête, non pas avec fierté, mais en signe de reconnaissance. Loin de cette salle de conférence, des passagers montaient à bord des avions avec une nouvelle conscience. Certains observaient le personnel de cabine d'un œil plus critique. D'autres chuchotaient le nom de Sandrine Dubois comme s'il s'agissait d'un mythe, une légende racontée à 10 000 mètres d'altitude. Et bien qu'elle ne se soit jamais considérée comme un symbole, elle en était devenue un malgré elle, une force tranquille, une justice sereine, une ondulation devenue une vague. Les semaines se sont écoulées, puis les mois, mais l'écho du vol 729 a refusé de s'éteindre. L'actualité avait suivi son cours, comme toujours. Mais l'histoire a continué de vivre, racontée dans les salles de classe, citée dans les manuels de formation, murmurée par les passagers attachant leur ceinture. Pour le docteur Sandrine Dubois, la vie a repris son cours, bien qu'il ne fût plus tout à fait le même. Elle a repris son travail de consultante, élaborant des protocoles de sécurité, conseillant les régulateurs, encadrant de jeunes ingénieurs. Pourtant, où qu'elle aille, le poids de la reconnaissance la suivait. Des inconnus l'abordaient dans les aéroports, certains timidement, d'autres avec assurance, leurs mots doux mais empreints d'une urgence palpable. Merci de ne pas avoir cédé, lui a chuchoté une femme dans un salon de départ, serrant sa carte d'embarquement comme un talisman. Vous m'avez rappelé que je n'ai pas à m'effacer. Un jeune homme en uniforme, fraîchement diplômé, l'a un jour arrêté près des tapis à bagages, ses yeux brillant d'une conviction sincère. Madame, je suis un nouvel agent de bord. Je vous promets que je ne serai jamais une Valérie Petit. Jamais. Sandrine souriait doucement, acquiesçant. N'oubliez pas, lui a-t-elle dit, l'autorité n'est pas une arme. C'est une responsabilité. Ces mots sont restés gravés en lui longtemps après qu'elle se fût éloignée. Dans le monde entier, l'effet d'entraînement est devenu un héritage. Les compagnies aériennes de tous les continents ont mis en place une formation obligatoire sur les billets. La DGAC a renforcé ses comités de surveillance. Les universités ont intégré le cas du vol 729 dans leur programme d'éthique. Il est devenu une référence, non seulement en matière de sécurité aérienne, mais aussi de responsabilité sociale. Et la vidéo a continué de circuler. Des étudiants la visionnaient dans leurs résidences universitaires. Des avocats la citaient dans les tribunaux. Des militants la projetaient sur des écrans lors de manifestations. Chaque fois, la voix calme et les gestes posés de Sandrine racontaient à nouveau l'histoire, non pas de manière spectaculaire, mais avec l'évidence tranquille de la vérité. Pourtant, Sandrine elle-même n'a jamais considéré cette histoire comme une victoire. Tard le soir, assise près de la fenêtre de sa maison de campagne en Provence, elle y songeait avec un mélange de fierté et de tristesse. Elle pensait à Léo Fournier, non pas avec haine, mais comme un rappel du privilège non maîtrisé. Elle pensait à Chloé Bernard, qui avait trouvé sa voie, et espérait silencieusement que la jeune femme continuerait de la porter. Elle pensait à Valérie Petit et Stéphane Lefebvre, dont les carrières s'étaient effondrées non pas par pure malveillance, mais par l'usure lente de petits préjugés jamais remis en question. Et elle pensait au capitaine Pierre Lambert, dont la chute la touchait le plus. Pendant 3 décennies, il avait régné sur les cieux. Pourtant, en une seule nuit, il avait pris l'arrogance pour de l'autorité. Elle n'éprouvait pas de pitié pour lui. Elle plaignait le monde qui lui avait appris que le pouvoir signifiait ne jamais douter de soi. Sa tristesse ne venait pas de la chute des réputations, mais du fait qu'il ait fallu tant de souffrance pour enseigner des leçons aussi simples. Un soir, Nicolas Moreau lui a rendu visite à son bureau. Les 2 anciens collègues ont partagé un thé, leur conversation calme et sans hâte. « Regrettez-vous parfois que cela soit arrivé ?» a demandé doucement Nicolas. Sandrine a regardé sa tasse, la vapeur s'élevant en volute. « Je regrette que cela ait dû arriver, » a-t-elle dit. Mais la vie nous demande rarement notre avis. Elle nous demande ce que nous allons faire de ce qui nous est donné. Nicolas a hoché la tête.
Et vous en avez fait une leçon de justice. Sandrine a souri faiblement, malgré la fatigue dans ses yeux. J'en ai fait un rappel. La justice va et vient, mais les rappels peuvent perdurer. Quelques mois plus tard, elle a été invitée à prononcer le discours d'ouverture d'un sommet international de l'aviation à Genève. La salle était remplie de dirigeants, de régulateurs et de jeunes stagiaires du monde entier. Lorsqu'elle est montée sur scène, la salle s'est levée pour une ovation debout avant même qu'elle n'ait dit un mot. Elle a levé doucement la main, demandant le silence. « Mesdames et messieurs », a-t-elle commencé, sa voix calme, posée, résonnante. Le ciel nous appartient à tous. Mais trop souvent, le droit à la dignité a été traité comme un privilège au lieu d'une garantie. Le vol 729 n'a pas été extraordinaire parce qu'une injustice a eu lieu. L'injustice a lieu tous les jours. Il a été extraordinaire parce que le monde l'a enfin vu. Et le monde a enfin dit, ça suffit. Elle a marqué une pause, laissant le silence s'installer comme un poids. Ma leçon pour vous est simple. Le respect n'est pas une option. La justice n'est pas négociable. Et l'autorité sans responsabilité n'est rien d'autre que de la tyrannie en uniforme. Ces mots ont frappé avec la force de la vérité. Certains dans l'auditoire semblaient secoués, d'autres inspirés, tous attentifs. Sandrine s'est penchée légèrement vers le micro. Je n'ai pas bougé de mon siège cette nuit-là parce que ce n'était jamais juste un siège. C'était le terrain sur lequel se tenait la dignité, et j'ai refusé de l'abandonner. Chacun d'entre vous sera confronté à des moments, peut-être pas dans un avion, peut-être pas en public, mais des moments où l'on vous demandera de renoncer à quelque chose d'essentiel. J'espère que vous vous souviendrez que la résistance silencieuse n'est pas une faiblesse. C'est une force. La salle a de nouveau éclaté en applaudissements, des vagues de sons déferlant comme le tonnerre. De retour chez elle, assise une fois de plus près de sa fenêtre, Sandrine s'est autorisée un rare sourire. Elle ne se voyait pas comme une héroïne, ni comme un symbole. Elle se voyait comme une femme qui avait choisi la fermeté plutôt que la soumission. Et ce choix était devenu un héritage. Le monde avait appris, non pas par les cris, non pas par le chaos, mais par la voix calme et inébranlable d'une passagère qui a refusé de bouger. Ainsi, l'histoire du vol 729 perdure, non pas comme un scandale, non pas comme une vidéo virale, mais comme un rappel vivant que le respect est le fondement de la justice, et que la justice est la sève de toute société qui ose se prétendre juste. Sandrine Dubois n'a jamais demandé à paralyser une piste. Mais lorsque le moment est venu, elle a fait bien plus que cela. Elle a ouvert une porte, et par cette porte est entrée une nouvelle attente, que les cieux, comme la terre en dessous, soient un terrain d'égalité pour chaque être humain. L'histoire du vol 729 ne concerne pas seulement une femme et un vol. Elle concerne ce qui se passe lorsque les préjugés sont autorisés à se déguiser en autorité et lorsque le silence est choisi au détriment du courage. Le docteur Sandrine Dubois n'a pas haussé le ton. Elle ne s'est pas battue ni n'a crié. Elle a simplement refusé de renoncer à sa dignité. Et ce faisant, elle a mis à nu un système fondé sur les préjugés, forçant toute une industrie à se remettre en question. Sa résistance calme nous rappelle une vérité puissante, le respect n'est pas une option. La justice n'est pas négociable. Lorsque ceux qui détiennent le pouvoir en abusent, les conséquences se propagent bien au-delà d'une cabine, d'un vol ou d'une entreprise. En méditant sur l'histoire de Sandrine, souvenons-nous des passagers qui sont restés silencieux, de l'équipage qui a manqué à son devoir, et du courage tranquille d'une femme qui a tenu bon. Ce n'est pas seulement son héritage. C'est un appel à chacun de nous. Que feriez-vous si c'était votre siège, votre dignité, votre silence qui était en jeu? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager massivement, et à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, continuons à raconter des histoires qui dénoncent l'injustice, honorent la résilience et rappellent au monde que le véritable pouvoir réside dans l'intégrité.